Bonjour à tous, bonsoir plutôt. Comme je suis un des membres du bureau de l'AIH et comme à l'accoutumée, on se retrouve pour les webinaires voilà, nous essayons de faire en collaboration et surtout en ouverture vers d'autres spécialités. Comme vous le savez, donc on a monté ce webinaire avec l'association des jeunes gériatres qui est très fièrement représentée ce soir pour vous concocter ce webinaire pour parler à la fois d'hématologie et de gériatrie. Il y a beaucoup de ponts à faire pour, de part et d'autre, améliorer déjà notre communication, nos pratiques et nos connaissances. Je laisse au docteur Mathieu Piccoli le soin de présenter l'association des jeunes gériatres et de même que les intervenants à venir. Merci beaucoup, Com. Alors, je ne sais pas si vous nous voyez bien, si vous voyez le diaporama. Je pense que c'est en train d'arriver. Je voulais vous dire déjà bonsoir à toutes et à tous et un grand merci d'être si nombreuses et si nombreux à ce webinaire commun de l'association des jeunes gériatres et de l'AIH avec nos collègues hématologues. Pour l'association des jeunes gériatres, c'est que le 4e webinaire. On a un peu moins d'expérience que nos collègues hématologues et c'est en plus le premier en collaboration avec une autre spécialité, mais ce sera clairement pas le dernier parce qu'on est convaincu que l'avenir est au partage transdisciplinaire et on est content de pouvoir le remontrer aujourd'hui. Encore une fois, un grand merci à l'association des internes en hématologie, à Pierre-Édouard de Bureau, son président, et à Côme Baumier qui nous ont fait l'honneur de préparer tout ce webinaire avec nous. Un grand merci aussi à Cyprien Arlot, qui est un des administrateurs de l'association des jeunes gériatres, pour son gros travail de coordination. Et naturellement, un très grand merci à nos 3 intervenantes de ce soir, Evelyne Liu, Marie Valero et Déborah Assouan, mais ça, Cyprien va vous les présenter, que je remercie vraiment par avance pour la qualité de leur présentation que j'ai vraiment très hâte d'entendre. Un tout petit mot pour les gériatres et pour les membres de la JG. D'ailleurs, si vous n'êtes pas encore membre, vous pouvez vous abonner sur le site internet. Vous y retrouverez d'ailleurs la gazette numéro 26 qui traite donc aux gériatries. Donc, petit clin d'œil en plus à Marie qui nous avait fait le petit retour de congrès de la SOFOG d'ailleurs. Et ce soir ou demain, vous retrouverez en ligne dans votre espace adhérent les vidéos du précédent webinaire qu'on avait fait autour de la cognition. Et puis très prochainement aussi, je crois même que c'est demain, la biblio sur la fragilité. Dernière chose, prochaine date, le 23 juin, où on va discuter de rééducation avec nos collègues de médecine physique et réadaptation, avec un programme qui sera, je crois, au moins aussi passionnant que ce soir. Et du coup, en parlant de programme passionnant, je laisse la parole tout de suite à Cyprien, qui va du coup nous présenter nos 3 intervenantes de ce soir pour qu'on rentre enfin dans le vif du sujet. Merci beaucoup à toutes et à tous et très bon webinaire. Bonsoir tout le monde. Donc, un grand merci à l'association des internes d'hémato qui nous ont gentiment appelés, sélectionnés pour faire ce travail en collaboration. Donc c'était avec grand plaisir cette initiative et on remercie vraiment Com qui a bien échangé avec nous et qui nous a aidés pour ce programme. Donc juste pour commencer d'abord un petit clin d'œil à une de nos consoeurs en cogériatre, Amélie, à qui on pense fort en ces moments un petit peu difficiles. Donc tous les gens qui sont à ce webinaire, voilà, pensent à elle. Donc voilà, grand cœur à toi, bon courage. Donc on va commencer par les présentations générales. D'abord le docteur Liu, qui est MCUPH au CHU de Poitiers. Donc il a une expérience à travers ses travaux en UCOG et en SSR oncogériatrie, qui va nous présenter ce soir la place de l'évaluation oncogériatrie en hémato, entre attente et collaboration. Nous avons ensuite le docteur Valero qui vient d'arriver en direct de Lyon. Voilà, on traverse la France. Aussi, il a une grosse expérience avec le professeur Calandry et le docteur Alban dans l'évaluation oncogériatrie et qui nous parlera des syndromes spécifiques gériatriques. Que doit-on retenir et surtout que doit retenir l'hématologue dans ces positions. Et enfin, nous avons la chance d'avoir une hémato qui a une forte valence en gériatrie, qui a eu un parcours de chef de clinique qui me semble correct en Picardie, qui est maintenant à l'autre bout de la France, on retraverse à Lorient, et
qui coordonne voilà, les travaux avec ses confrères gériatres. Et là, qui présentera les diagnostics en hématogériatrie, des prises en charge à ne pas confondre. Voilà, donc comme c'est à toi, encore merci et bon courage. Eh bien, merci beaucoup Cyprien et Mathieu. On va passer tout de suite la parole au Dr Liu. Merci beaucoup à tous les trois. Je me présente, Evelyne Liu. Comme le disait Cyprien, je suis MCU-PH au CHU de Poitiers. Je suis vraiment ravie et très très flattée d'avoir été invitée par l'AIH et par l'AJG pour proposer quelques slides d'introduction. Donc, mon propos va durer une vingtaine de minutes et vous allez voir que les présentations de mes collègues vont être assez complémentaires. Donc, surtout, n'hésitez pas à me poser des questions. Je crois que pendant ma présentation, je ne vais pas pouvoir vous voir puisque je vais être en full screen, mais je pense qu'il y aura tout un temps dédié par la suite. Alors, je partage mon écran. Ok. C'est bon, on voit très bien. Ouais, c'est bon. Ok. Et ben, je me remets en plein écran. Là, c'est bon pour vous? Parfait. Ok. Donc, la mission qui m'a été confiée pour ce soir, c'était de répondre à cette question. Quelle est la place de l'évaluation gériatrique en hématologie entre attente et collaboration? Donc, moi, ça fait presque 10 ans que je fais de l'oncogériatrie et c'est vrai que pour le coup, ça a été un vrai challenge de répondre à cette question parce que je ne vais pas vous le cacher, les relations sont parfois plus faciles avec les spécialistes d'organes qu'avec les hématologues, mais les choses évoluent et je vais essayer de vous le prouver dans les 15-20 prochaines minutes. Donc, thématique sur laquelle je n'ai pas de lien d'intérêt, si ce n'est un intérêt scientifique. Parce que j'ai la chance de faire partie du comité scientifique de la SOFOC, donc la Société francophone d'oncogériatrie, qui va être abordée par la suite. Donc, voici mon plan en 6 points. Donc, pourquoi est-ce qu'on a envie d'aborder cette question de l'hématologie et du sujet âgé? Qu'est-ce que c'est que l'évaluation gériatrique? Parce que ça, j'imagine que nos collègues hématologues ne le savent pas forcément. De voir quelle est la place de l'évaluation oncogériatrique dans l'oncohématologie, quel est son intérêt, et de voir comment est-ce que l'on va pouvoir travailler ensemble dans une collaboration qui va pouvoir participer au parcours de soins. Donc, tout d'abord, quelques points d'épidémiologie, passage obligatoire. Donc, l'hématologie reste une spécialité axée sur la personne âgée. Ça paraît une évidence, mais là, j'enfonce des portes ouvertes, aussi bien sur les pathologies myéloïdes que lymphoïdes. On le voit bien sur ces courbes de Santé publique France qui sont toutes récentes, de 2 ans. Ces courbes d'incidence, aussi bien pour les hommes que pour les femmes, on va avoir une incidence qui va être multipliée entre 10 et 20. Pour le lymphome folliculaire, entre 40 et 80 ans. Lymphome B à grande cellule, un facteur 10. Le lymphome des zones marginales, un facteur 15. Et après, pour les atteintes myéloïdes, vous voyez des incidences qui sont multipliées par 40. Y compris pour les lames, une incidence qui va être multipliée par 15 pour les hommes et 10 pour les femmes. Mais alors, qu'est-ce qui se passe? On le voit bien qu'il s'agit d'une même population avec 2 portes d'entrée qui peuvent être différentes lors de la prise en charge. Ça peut être une porte d'entrée hématologique, une porte d'entrée gériatrique. Et pour ces patients âgés qui présentent des hémopathies malignes, on le sait que sur ces dernières années, il y a eu des progrès diagnostiques, des progrès thérapeutiques qui vont impacter sur la survie de tous, et y compris les personnes âgées. Ce d'autant que cette survie est très fortement corrélée à un bon bilan à l'origine qui va permettre d'établir des scores pronostiques et de pouvoir naviguer par rapport à la prise en charge thérapeutique avec un poids majeur sur la biologie du cancer. Seulement, on se rend compte, comme le figure cette diapositive, que ce soit un abord hématologique, un abord gériatrique, on va se retrouver avec des langages propres à chaque spécialité qui vont être différentes et des fois une mésentente, une méconnaissance des différents jargons, ce qui fait que des fois, c'est un petit peu difficile de trouver un terrain d'entente, un langage commun
qui serait profitable aux patients. L'idée, c'est de pouvoir avoir un lien proche, une collaboration, et on y viendra par la suite, entre la spécialité hématologique et la spécialité gériatrique pour éviter qu'il y ait une perte de chance pour cette personne âgée qui va présenter une hémopathie maligne. L'une de ces pistes par rapport à l'évaluation commune pourrait passer par l'évaluation gériatrique. L'évaluation gériatrique, qu'est-ce que c'est? Ça a été défini par Ellis sur une revue de la Cochrane en 2017 comme un processus thérapeutique et diagnostique multidimensionnel, multidisciplinaire, qui conduit à identifier différents problèmes de santé. Ça va être des santé médicaux, des santé neuropsychologiques, des problèmes fonctionnels qui vont toucher des personnes âgées, atteintes de fragilité. Et ce processus va permettre la mise en place d'un plan coordonné, intégré, à la fois thérapeutique et dans le suivi qui va être profitable pour le patient. Donc, cette évaluation gériatrique, elle a déjà été validée dans le champ hors cancer et hors cancer hématologique et ça a pu être validé pour l'amélioration de la qualité de vie, limiter les risques de réhospitalisation, limiter la perte de fonction et bien évidemment, depuis une vingtaine d'années, les oncologues et les gériatres se sont rapprochés pour viser à garantir à toute personne âgée atteinte de cancer un traitement adapté à son état grâce à cette approche qui va être, comme je vous le disais, multidisciplinaire et multiprofessionnelle. L'idée, ce n'est pas de rester dans son coin en espérant faire mieux que tout le monde. Et dans ce contexte-là, depuis 2007, le plan cancer a développé des UCOG, donc des unités de coordination en oncogériatrie, qui sont au nombre de 24 sur tout le territoire français. Et ces UCOG ont 4 objectifs, 4 missions, qui sont donc l'adaptation des traitements par des décisions conjointes, la promotion de la prise en charge des personnes âgées atteintes de cancer dans la région et leur accessibilité pour limiter la perte de chance, développer la recherche et soutenir la formation et l'information, d'où l'importance de la soirée de ce soir pour vous convaincre de leur bien fondé. Et comme le disaient mes collègues tout à l'heure, l'oncogériatrie a d'ailleurs fait la une du dernier numéro de la Gazette du jeune gériatre. Alors, qu'est-ce qu'on va explorer sur l'évaluation gériatrique en oncogériatrie? Il y a des revues de la littérature qui ont insisté sur l'importance de plusieurs domaines. Plusieurs domaines qui vont établir de façon très large l'état de santé du patient et non pas uniquement au regard de ses problèmes de santé, de ses problèmes médicaux que l'on va retrouver sous les bulles qui sont le plus à droite, donc les comorbidités, les polymédications bien évidemment, mais tout le reste va nous intéresser parce que tout le reste peut avoir un impact sur la prise en charge thérapeutique et sur la qualité de vie du patient, que je vais passer très rapidement parce que ça va être le propos de ma collègue Marie Valero par la suite, mais pour les citer très brièvement, on va faire un état des lieux concernant l'état fonctionnel et la motricité, l'environnement social, l'aspect neurocognitif, donc avec prise en charge de la thymie, prise en charge des troubles mnésiques, l'aspect nutritionnel qui va être essentiel et j'y reviendrai par la suite, et ce que l'on va englober, nous gériatres, sous ce que l'on appelle les syndromes gériatriques qui vont englober toutes ces pathologies qui sont propres au vieillissement, telles que l'ostéoporose, l'incontinence, les troubles neurosensoriels et j'en passe. Et alors, une fois qu'on a dit tout ça, est-ce que c'est quelque chose qui est actuellement exploré dans la littérature? Et donc, quand on regarde, quand on fait une recherche PubMed sur les 20 dernières années, on voit que c'est un sujet qui intéresse de plus en plus de scientifiques avec des publications qui sont de plus en plus importantes, surtout au cours des 5 dernières années. Donc, on va pouvoir s'appuyer sur de la littérature. Toutefois, on se rend compte que même si on a de plus en plus de littérature concernant l'intérêt de l'évaluation gériatrique en hématologie, ça reste quelque chose pour lequel qui n'est pas si évident sur la mise en place au quotidien, ainsi que le montre cette équipe française de Tréboué
dans Annals of Oncology en 2013, on se rend compte sur les 2 dernières lignes du tableau que je vous présente là, que l'évaluation gériatrique, pourtant pour des nonagénaires diagnostiqués avec un lymphome, avec une discussion de prise en charge thérapeutique, que l'évaluation gériatrique était absente ou donnée manquante dans plus de 80% des cas. Ce qui peut vraiment questionner de savoir bien qu'est-ce qui se passe dans la vraie vie quand il n'y a que 20% des patients qui bénéficient, et je vends un peu mon propos, disons qui sera pris en charge à la fois par l'oncologue et par l'hématologue dans une prise en charge conjointe. Deuxième question, outre la représentativité de l'évaluation gériatrique, comme vous le voyez, qui est très faible au quotidien, dans cette revue de la littérature qui va cibler les leucémies aiguës myéloïdes, on se rend compte que sur une revue de la littérature qui donc a été réalisée en 2018, finalement, il n'y avait que 8 articles sur les 10 dernières années. Et déjà sur ces 10 années, il y avait une grande disparité de ce que c'était que l'évaluation gériatrique, parce qu'il y avait dans certaines études une évaluation gériatrique qui se résumait à un seul domaine exploré et ça pouvait aller jusqu'à 6. Et comment est-ce que ces domaines, comment est-ce que ces champs de la santé est exploré? Eh bien, là aussi, une grande hétérogénéité, puisque ça pouvait aller de 1 à 11 questionnaires. Donc, on y reviendra par la suite de la nécessité d'homogénéiser un petit peu tout ça pour savoir exactement de quoi on parle. Ce d'autant que dans une revue de la littérature qui date de l'année dernière, publiée dans Hematologica, Schipper et collaborateurs montraient bien que, bien évidemment, on voyait les évaluations gériatriques ne sont pas consensuelles. Elles reposent sur des outils qui peuvent varier en fonction des équipes, en fonction des pays. Et chacun de ces outils va avoir une valeur pronostique, une valeur prédictive d'événements indésirables qui peuvent vraiment varier, tel que vous le voyez dans ce tableau. Donc, pour le moment, beaucoup de disparités, mais ce pour autant, je vais essayer quand même de vous convaincre de l'intérêt de l'évaluation gériatrique et de solliciter les gériatres pour la prise en charge de vos patients âgés atteints de cancer hématologique. Et il y a 4 intérêts majeurs qui sont soulignés par Amaker dans une revue de la littérature. Donc, en premier, l'identification des problèmes de santé qui n'étaient pas connus jusqu'à présent. Le deuxième, la prédiction de la mortalité et de la toxicité en lien avec le traitement prévu, guider la décision thérapeutique et éventuellement la mise en place d'interventions correctrices. Donc tout d'abord, quelles sont les données par rapport à l'identification des problèmes de santé connus? Donc Kenis, dans Annals of Oncology, dans une étude qui commence à dater, qui date de 2013, identifié dans une population de 1820 patients, dont 12% d'hématologie, de pathologies hématologiques, donc assez variées, identifié que dans près de 50% des cas, l'évaluation gériatrique permettait de mettre en évidence des problèmes gériatriques qui n'étaient pas connus jusqu'à présent et qui peuvent interférer à la fois sur le pronostic, à la fois sur la faisabilité du traitement, voire induire un surcroît de toxicité. Prédire la mortalité, bien évidemment, ça, collègues hématologues, vous avez des tas de scores pronostiques qui sont validés même sur des âges très avancés. Et on le voit sur ce tableau que à la fois sur des études qui ont été menées sur des populations hématologiques pures, qui sont les 7 premières études qui sont listées là, ou sur des populations incluant tout type de cancer, dont des lymphomes, qui sont les trois études citées dans ce tableau, eh bien, on voyait que le performance status n'était finalement pas suffisant. L'âge et le performance status, qui sont les outils les plus communément utilisés en hématologie, eh bien, en fait, ils sont insuffisamment précis pour pouvoir prédire la mortalité avec un poids qui va être assez fort sur les capacités fonctionnelles, les comorbidités et l'état fonctionnel des patients. L'évaluation gériatrique peut également prédire la toxicité. Alors, je vais vous présenter 2 outils qui ont été validés plutôt sur des populations de cancers solides, mais qui ont été validés également sur des cancers hématologiques. Donc, le premier qui est le CARG, le CAGR, qui est un outil américain.
accessibles sur Internet, sur mycargo.org. Donc, ce sont des algorithmes qui permettent de prédire la chimiotoxicité en fonction des paramètres biologiques, des paramètres sociodémographiques des patients. Et ce CARG, comme vous le voyez, permet de mieux prédire la toxicité que le score de Karnofsky, avec un score graduel, prenant en compte différents facteurs biologiques, prenant en compte des troubles neurosensoriels tels que des troubles auditifs, on n'y pense pas forcément, mais c'est vrai que ça peut énormément impacter sur le quotidien des patients, le risque de chute et l'état fonctionnel. Un autre score également accessible sur Internet, donc le score de crash d'Exterman, qui va établir différentes graduations afin de prédire un risque de toxicité hématologique et non hématologique concernant des toxicités plutôt de stade 3, de stade 4, toujours en lien avec la chimiotoxicité. Troisième intérêt de l'évaluation gériatrique, guider la stratégie thérapeutique. Donc, il y a plusieurs études qui ont été menées et là, je vous présente des données qui portent essentiellement sur des cancers solides parce que rien n'est vraiment établi sur des populations très pures en hémopathie maligne. Et là, en fait, par exemple, pour vous citer l'étude de Caillé qui a été publiée dans le JCO en 2011, dans 20% des cas, il y avait eu une adaptation thérapeutique plutôt en faveur d'une désescalade thérapeutique du fait du risque de toxicité à la suite de l'évaluation gériatrique. Ce guide par rapport à la stratégie thérapeutique, elle a fait aussi l'objet d'une revue de la littérature par la suite qui montre que entre 20 et 50% des traitements avaient été modifiés à la lecture du compte-rendu de la consultation d'oncogériatrie, majoritairement en promotion d'une décroissance thérapeutique avec une seule étude qui prônait plutôt une intensification des traitements. Et enfin, quatrième intérêt que l'on peut voir sur l'évaluation gériatrique, c'est la mise en place des interventions correctrices. Bien évidemment, une fois que l'on a mis le doigt sur des fragilités, des points faibles au cours de cette évaluation, l'idée n'est pas de se dire, bon, bah, les carottes sont cuites, mais d'essayer de corriger ces points faibles en apportant des solutions multidisciplinaires impliquant les kinés, les assistantes sociales, les diététiciens, les neuropsychologues, les équipes psychiatriques, tout ça pour essayer bien de promouvoir l'état de santé du patient, aussi bien sur son espérance de vie que sur la faisabilité des traitements et d'espérer la correction de tous les troubles qui ont été mis en évidence. Et ces chiffres sont assez éloquents parce que, donc, toujours la même revue de la littérature de Hamaka en 2014, on voit qu'à la suite de l'évaluation gériatrique, entre 25 et 100% de ces évaluations amenaient à la réalisation d'interventions qui pouvaient impacter sur la morbimortalité. Cette intervention, elle va avoir son importance puisque c'est quelque chose qui va être gravé dans le temps, d'où l'importance du suivi en oncogériatrie. Et ça va vraiment montrer son efficacité par rapport à cette étude qui a été présentée à l'ASCO l'année dernière, où on voit qu'après une intervention gériatrique, donc c'est les barres vertes, en comparaison avec le soin usuel, eh bien, on avait une diminution de la toxicité de stade sévère à 3 mois, aussi bien sur des toxicités hématologiques que non hématologiques. Toutefois, ces interventions dans cette étude ne montraient pas d'effet significatif sur la survie globale et probablement en lien avec une décroissance des traitements de ce que rapportaient Moïse et les collaborateurs. Donc, efficacité des interventions sur la qualité de vie, également en plus de l'impact sur les toxicités, parce que là, comme vous pouvez le voir,
sur cette étude qui a également été présentée à l'ASCO l'année dernière. On avait une différence significative au bout de 3 mois qui persistait à 6 mois en termes de qualité de vie dans le bras interventionnel où les patients avaient eu l'évaluation gériatrique et les interventions qui avaient été mises en œuvre. Et enfin, toujours dans cette même étude qui intéressait 120 patients, on avait une diminution significative pour les hospitalisations non programmées à la suite de ces interventions gériatriques. Donc, qu'en est-il de la collaboration entre hématologues et gériatres? Eh bien, il y a une récente revue de la littérature qui a été donc rapportée dans Hematologica en 2020 par Schipper et collaborateurs, qui partait d'une très grosse revue de la littérature. Hein, donc, ils ont inclus plus de 4600 études et ils en ont finalement retenu 44. Et dans ces 44, en fait, 33 montraient une vraie évaluation gériatrique selon des modalités qui allaient être très différentes. L'essentiel du message était donc là. Donc l'âge médian était de 73 ans, majoritairement sur des états fonctionnels qui étaient satisfaisants. Hein, donc vous voyez 71% avec des performances status compris entre 0 et 1 et une grande prévalence des syndromes gériatriques à hauteur entre 20 et quasiment 70%. Et les principaux syndromes gériatriques qui étaient mis en évidence étaient la polymédication, l'existence d'une dénutrition et d'une altération de l'état fonctionnel. Cette revue de la littérature identifiait également que la survie globale était plus souvent mieux corrélée au syndrome gériatrique et à la fragilité gériatrique en comparaison avec le performance status, que l'évaluation gériatrique permettait de prédire le risque de toxicité, prédire la durée moyenne de séjour et d'identifier de façon significative des problèmes de santé qui n'étaient pas connus jusqu'alors et qui a mené à la mise en place de mesures d'intervention. Bien évidemment, c'est une évidence avec tout ce que je vous ai montré. L'évaluation oncogériatrique, c'est quelque chose qui peut être difficile à mettre en place si vous n'avez pas les bons interlocuteurs et c'est une évaluation qui va être assez longue. Pour passer en revue, c'est entre 7 et à 10 domaines. C'est des consultations qui vont durer entre 3 quarts d'heure au plus rapide, 1h30 la plupart du temps. Et bien évidemment, cette évaluation ne doit pas être préjudiciable au patient pour ne pas lui faire perdre de temps sur toute la stratégie thérapeutique. Aussi, l'INCa proposait des outils de screening, des outils de dépistage pour savoir quel patient pourrait bénéficier, tirer un bénéfice de cette évaluation gériatrique. Et l'INCa proposait 3 outils au même niveau. Donc, l'outil du G8 de nos collègues bordelais, l'outil du VES13, qui est un outil américain qui a plutôt été évalué sur une population hospitalisée aux États-Unis, puis extrapolé sur une population oncogériatrique, et un score qui est plus picto-charentais, je dirais, puisque le score du FOG est celui que nous utilisons sur l'ex-région Poitou-Charentes. Même si j'ai très envie de vous faire la promotion du FOG, je vais rester quand même objective et plutôt vous encourager à utiliser le G8, qui est l'outil qui va être retenu par l'INCa et qui est actuellement plutôt mise en avant sur la réalisation avant les RCP. Donc, ce score de G8, c'est 8 items, dont 7 qui sont exclus du MNA, le Mini Nutritional Assessment, qui est un score cher aux gériatres pour l'évaluation multimodale de la nutrition. Et donc, en fait, sur ce score qui va être réalisé de façon très rapide, hein, en moyenne, on met entre 3 et 5 minutes, y compris pour accessible pour du personnel non médical, donc du personnel paramédical peut répondre à ces questions. Et ça va porter donc sur l'anorexie, la perte de poids, la motricité, l'existence d'une démence ou d'une dépression, l'IMC,
la polymédication, la santé subjective et 3 catégories d'âge. Et cet outil a été validé en population hématologique avec une sensibilité à 70% et une spécificité à 80%. D'autres auteurs se sont également posé la question de se dire, bon, l'évaluation gériatrique est un petit peu longue. Est-ce qu'on peut faire autrement pour faire plus court et répondre à la question existentielle de quel est le pronostic de mon patient? Et dans cette collaboration hématogériatrique, il a été mis en évidence plusieurs outils qui faisaient le grand écart entre les scores pronostiques habituellement utilisés en hématologie et des items qui allaient être mis de façon peut-être plus commune dans l'évaluation gériatrique. Je vais vous donner quelques exemples. Par exemple, le EIPI. Donc, le EIP pour Elderly EP, donc pour le lymphome, qui va utiliser l'IPI que vous connaissez et qui va pondérer avec des éléments gériatriques qui sont l'IADL, qui est un score fonctionnel, et l'albuminémie avec un cut-off, un seuil à 35 grammes par litre, qui permettait d'avoir une amélioration des valeurs pronostiques de façon significative, notamment sur l'albumine. Autre passerelle entre l'hématologie et la gériatrie, ce score de Pardal, toujours sur le lymphome, qui identifiait donc sur une population de 252 patients dont les âges étaient compris entre 80 et 100 ans. Et donc, en plus, en plus de l'IPI, il prenait en compte l'âge avec un cut-off à 86 ans et le CIRS qui est une échelle de comorbidité avec un cut-off à 6, ce qui permettait d'améliorer la prédiction de la mortalité. Autre score, l'ACA, toujours pour le lymphome. Je me suis concentrée sur le lymphome pour vous donner ces différents exemples. Donc, ACA pour âge, Charlson et albumine. Le Charlson étant un autre score permettant de refléter le poids des comorbidités. Et là, à nouveau, donc cet ACA permettait de différencier différents profils pronostiques et validés dans une population de plus de 800 patients d'un âge médian de 74 ans. Et enfin, un score simple, le Simple GA, donc SGA, qui identifiait donc, qui reposait sur 4 items, 2 items fonctionnels que sont l'ADL et l'IADL, le CIRS que je vous ai présenté tout à l'heure et un critère d'âge, et ce qui permettait de différencier 3 catégories avec des pronostics qui allaient être différents dès le 6e mois et qui perduraient au bout de 4 ans. Cet intérêt pour les évaluations rapides, on le voit notamment sur des pathologies sur lesquelles il va falloir que nos collègues hématologues fassent un choix thérapeutique assez rapide, du fait du pronostic effroyable, par exemple, sur la lame. Et souvent, on entend les collègues hématologues dire ce traitement, il faut qu'on le fasse dans la journée. Donc, l'évaluation gériatrique n'a pas sa place. Et pourtant, il y a des données dans la littérature qui se sont penchées vraiment sur la population âgée de plus de 80 ans présentant une lame. Et ils montraient bien évidemment dans un contexte d'étude, mais que cette évaluation gériatrique était faisable dans 80 à 90%. Bien évidemment avec une bonne collaboration entre les hématologues et les gériatres. Et je vous parlerai de l'expérience Poitvin tout à l'heure. Et tout l'intérêt du suivi. Parce que comme vous le voyez là, dans les 2 colonnes qui sont au milieu, on avait des variations très significatives sur les domaines qui allaient être évalués en oncogériatrie et sur les évaluations gériatriques, d'où l'importance à ce que ça ne soit pas juste une évaluation au pied levé et à ce qu'il y ait tout un plan d'action à la fois sur des mesures correctrices et sur du suivi pour vraiment rendre service aux patients dans la continuité et de s'assurer de la tolérance et de l'absence de toxicité des traitements.
Donc, comment est-ce qu'on peut imaginer cette collaboration et ce parcours du soin pour le bénéfice du patient? Donc là, je vous ai mis un petit schéma qui est extrait du site internet d'Oncocentre, où, pour tout avouer, dans la littérature, on ne sait pas trop à quel moment il serait le plus bénéficiable à faire rencontrer le gériatre et le patient âgé atteint de cancer. Bien évidemment, le plus tôt est le mieux. Dans l'idée, ce serait bien que cette évaluation gériatrique se fasse avant la RCP, avant la mise en place des traitements, mais ce n'est pas un temps obligatoire, notamment, comme je vous le disais, pour la lame, qui justifie d'une introduction thérapeutique très, très précoce. Mais l'important, c'est que par la suite, il puisse être dans la boucle pour avoir un suivi conjoint, pour qu'il puisse y avoir aussi des regards différents propres à chaque spécialité pour une prise en charge multidisciplinaire. Et vous le savez, la filière de soins en hématologie et la filière de soins en gériatrie sont structurées de façon différente. Et par exemple, à Poitiers, nous avons tout un travail de collaboration avec nos collègues hématologues pour tout ce qui est prise en charge sur nos secteurs d'hospitalisation en gériatrie aigus qui peuvent aboutir après sur la prise en charge de SSR, sur du suivi en consultation pour pouvoir un petit peu désengorger tous les secteurs de soins en hématologie et à ce que cette collaboration puisse être aussi profitable aux gériatres qui, il faut l'avouer, sont encore assez complexés par rapport aux maladies, par rapport aux hémopathies malignes et par exemple complexés sur la réalisation d'un geste qui peut paraître tout simple pour les hématologues qui serait le myélogramme, mais qui peut peut-être faire frémir encore certains de mes collègues. Donc, comme vous le voyez, tout est encore à construire et il y a des études et mes collègues vont en parler tout à l'heure dans leur présentation avec des essais à monter, ciblés sur la personne âgée atteinte de cancer. Il y a eu 2 études importantes pour lesquelles on attend des résultats. L'étude Predictor qui s'intéressait au syndrome myélodysplasique chez les plus de 70 ans, donc plutôt une vue d'ensemble, et un essai de stade 3, de phase 3, l'essai senior qui s'intéressait au lymphome B diffus à grandes cellules et de l'intérêt de l'adilomide sur un schéma usuel Hermini-Shop. Donc voilà, tout reste à construire, toutes les collaborations restent à faire. Mais s'il fallait garder un message en tête, ce serait que cette évaluation gériatrique, elle est complémentaire à l'évaluation hématologique et le contraire est vrai aussi. C'est-à-dire que lorsqu'on a une hémopathie maligne diagnostiquée en secteur gériatrique, je pense qu'il faut oser appeler l'hématologue pour une mise en commun de nos savoir-faire et ainsi optimiser la stratégie thérapeutique dans le but d'une collaboration tout au long de la prise en charge et l'importance du suivi, vous l'avez vu, est vraiment bénéficiable aux patients. Et tout ça, c'est vraiment dans l'optique de thérapeutiques innovantes avec les thérapies ciblées qui, je l'espère, auront un profil de toxicité qui seront moindres et pour lequel nos patients âgés atteints d'hémopathie maligne pourront trouver leur éligibilité. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Dr Liu. Merci pour cette présentation très très riche en effet, et au cours de laquelle on se rend compte que des ponts en fait sont déjà en train d'être bâtis, même si on ne s'en rend pas toujours compte en pratique. Alors, quelques questions ont été posées. La question la plus prosaïque, mais certainement la plus intéressante. Vous nous avez présenté un certain nombre de scores. En pratique, lequel vous préconisez? Alors, la question portait sur les scores qui avaient été réalisés par les hématologues et les gériatres, c'est ça? Ou est-ce que… Oui, tout à fait. Alors, pour le moment, je ne vais pas pouvoir vous vendre un score plus qu'un autre parce que ce sont des scores qui ont été élaborés sur des populations et pas validés à l'échelle internationale. Donc, ça va être difficile pour moi de me prononcer. Je vais prêcher pour ma paroisse. Je pense que la première étape pour faire le lien entre les hématologues et les gériatres, c'est vraiment de réaliser le G8 pour savoir si les patients ont un intérêt à aller rencontrer le gériatre. Et caché derrière ça, en fait, je vous le présentais tout à l'heure, donc ce score de G8 est dérivé du MNA, qui est un score d'évaluation nutritionnelle. Et probablement que s'il fallait retenir un score gériatrique,
je pense que ce serait un score nutritionnel. Et pour faire très simple, puisque je pense que voilà, les hématologues sont des gens très pragmatiques, s'il fallait une seule chose, je pense qu'il faudrait doser l'albumine. Parce que vous l'avez vu de façon assez redondante, on se rend compte que c'est un outil biologique qui est très puissant, qui ne va pas refléter que l'aspect nutritionnel, qui va refléter aussi la capacité hépatique, qui va aussi refléter le syndrome inflammatoire et qui revient très très régulièrement à la fois sur les hémopathies myéloïdes et lymphoïdes. Alors justement sur la nutrition, et ce sera la dernière question parce qu'ensuite il faut qu'on avance, évaluer l'état nutritionnel avant de débuter un traitement, c'est très important. Faut-il faire un suivi, sous quelle forme, et est-ce que il faut systématiquement, est-ce que ce serait pas abusif de systématiquement mettre un nutritionniste ou un diététicien dans la boucle, ou voilà, est-ce qu'il y a un suivi particulier à avoir avec les personnes de plus de 80 ans ou plus de 75 ans par exemple? La difficulté, c'est qu'en fait, les hémopathies regroupent un très grand champ de pathologies et l'aspect nutritionnel va être impacté de façon différente. J'en ai parlé tout à l'heure, par exemple, sur des syndromes myélodysplasiques qui vont évoluer sur une longue période de temps. Bien évidemment, on va avoir un impact nutritionnel qui peut s'inscrire dans le temps et avoir le temps, justement, d'intervenir. Au contraire de ça, des fois, on a des patients qui arrivent, qui ont une lame et bim, ça leur tombe dessus. Et ce pour autant, ils vont être très altérés sans qu'on ait de perte de poids, sans qu'on ait d'anorexie, mais qui vont être majeurement atteints du fait de leur anémie, par exemple. Donc, bien évidemment, la gériatre que je suis va promouvoir l'évaluation nutritionnelle sur des choses très simples, hein. Leur demander est-ce qu'il y a des choses qu'ils ne mangent plus, est-ce qu'ils ont perdu du poids, est-ce qu'ils ont de l'anorexie, parce que si ça n'arrive pas en début de traitement, ça arrivera par la suite, du fait de la toxicité des traitements. Donc ça va être essentiel. Après, bien évidemment, on ne vit pas dans le monde des bisounours, on ne va pas avoir d'avis nutritionnel ou d'avis de diététicien pour chacun de nos patients, mais la vigilance serait de se dire, il faut déjà poser la question de savoir qu'est-ce qui se passe et de se dire, faire gaffe à ne pas avoir la prescription des compléments alimentaires trop faciles parce que je vous mets au défi, pour ceux qui n'en ont jamais goûté, c'est dégueulasse. On se le dit entre nous, hein. Mais il vaut mieux leur dire, OK, tant pis pour votre maillot de bain, mais mangez ce que vous voulez et demandez à votre femme de planquer des chocobons partout dans la maison. Prenez du poids, mais n'ayez pas cette réponse facile parce que les patients, ils sont déjà dans une boucle où ils sont archi polymédiqués et le fait de rajouter ce pot en plus, finalement, c'est se déculpabiliser. C'est vraiment toute une enquête globale, personnalisée qu'il faut leur proposer et pas se contenter de juste dire, OK, pesez-vous, dosez l'albu, prenez des compléments alimentaires et on se voit dans 3 mois parce que là, vous ne ferez pas du bon travail. Bien, merci beaucoup encore une fois. Et Je t'en prie. passer Merci. rapidement la parole au docteur Marie Valero, qui nous vient des HCL à Lyon et donc qui va faire l'intervention suivante. N'hésitez pas à tous à poser des questions dans l'onglet questions. On va essayer de les reposer dès qu'on pourra. Merci. Le partage fonctionne bien. On attend juste l'ouverture. Ah, ça y est. Est-ce que Ouais. vous voyez le diapo? Oui, il n'y a plus qu'à mettre en grand écran. Est-ce que c'est bon comme ça? Super, merci beaucoup. Donc, bonsoir à tous. Je remercie la JG et l'AIH de m'avoir invité à intervenir sur ce webinaire. Donc, moi, je suis le docteur Valero. Ça fait 5 ans que je travaille en gériatrie et en oncogériatrie. Donc, d'abord sur le soin de suite et de réadaptation avec le professeur Falandry. Et puis, maintenant, en tant que praticien hospitalier au court séjour gériatrique avec notamment le docteur Albrand.
donc un gros pôle d'oncologie et surtout d'hématologie aussi à l'hôpital Lyon-Sud. Donc voilà, et puis je suis depuis quelques semaines, on va dire, coprésidente de la commission en fait jeune de la Société française d'oncogériatrie, donc une coprésidence qu'on partage entre gériatres et oncologues. Nicolas qui est oncologue à Lille. Donc, l'hématologie, c'est un sujet assez vaste qui peut faire peur aux gériatres qu'on est. Mais voilà, moi, j'ai voulu vous résumer sur la première diapo. Les hémopathies malignes du sujet âgé, c'est surtout des situations déjà très hétérogènes avec, comme l'a dit l'oratrice précédente, des pathologies avec des survies mauvaises qui sont très foudroyantes comme la lame, les lymphomes, et puis des pathologies où finalement les survies sont un peu meilleures et ce sont plus des pathologies chroniques. Et puis on a une zone un peu intermédiaire avec les myélomes. Donc en fait, il y a le processus décisionnel, on peut classer en trois parties en fait. Un processus décisionnel qui est urgent pour les maladies qui sont foudroyantes comme la lame ou les lymphomes non-hodgkiniens de haut grade. Des processus décisionnels qu'il faut quand même prendre assez rapidement des décisions, enfin les décisions doivent être prises rapidement pour les myélomes, les LLC, et puis des processus plus différés finalement pour les myélodysplasies ou les LMC, où on sera plus dans une optique d'inclusion dans la filière gériatrique pour le suivi. Donc les sujets âgés en hématologie, je vous ai mis sur la gauche le pourcentage en fait des cas incidents qui sont estimés en 2018 en France métropolitaine. Donc on voit que les lymphomes non-hodgkiniens dominent quand même la partie à presque 50%. On est à 10% de myélome plasmocytome, 10% pour les syndromes myélodysplasiques, et puis presque 20% pour les syndromes myéloprolifératifs chroniques. Donc au milieu, je vous ai mis un petit peu les courbes en fait d'incidence et de mortalité. Donc les lymphomes non-hodgkiniens, on voit que les courbes décollent vraiment sur les patients âgés, en tout cas que le taux d'incidence et de mortalité augmente avec l'âge, et il en est de même pour le myélome en dessous. Et puis, on voit sur les lymphomes diffus à grande cellule B, pareil, on a un taux d'incidence qui se retrouve plutôt chez les personnes âgées jusqu'à 90-95 ans, même si les barres sont plus modestes, mais on en voit quand même. Donc le questionnement, il est assez difficile finalement, puisqu'on se dit que certaines pathologies hématologiques, elles sont très agressives et elles entraînent une altération de l'état général de façon très importante, alors que le patient, il était autonome et indépendant quelques semaines avant. Donc les grandes questions, que ce soit en hématologie, même en oncologie de façon générale, c'est est-ce que la maladie néoplasique et hématologique est responsable de l'état du patient, ou est-ce que c'est finalement l'état antérieur du patient qui explique son état actuel, ou est-ce que c'est finalement la conjonction des deux phénomènes qui s'ajoutent et qui expliquent l'altération de l'état général. Donc, un malade âgé, déjà, c'est un malade qui est complexe par lui-même, comme vous le voyez sur la partie droite de l'écran, puisqu'en fait, l'espérance de vie des sujets âgés n'est pas l'espérance de vie en fait n'est pas la même entre les tranches d'âge et au sein même d'une tranche d'âge, puisqu'en fait, si on prend que ce soit 70, 75, 80, enfin toutes les tranches d'âge, en fait, on voit que en fonction de l'état de santé du patient, on a des patients qui sont au vieillissement, on va dire, harmonieux, d'autres où c'est un vieillissement intermédiaire et d'autres qui sont fragiles, en fait, qui ont un vieillissement pathologique. Et on voit pour quelqu'un de 80 ans, il n'a pas la même espérance de vie si il a un vieillissement harmonieux, on va dire physiologique, où son espérance de vie sera encore de 10 ans, alors que quelqu'un qui est fragile, qui est en mauvais état de santé, aura une espérance de vie de 3 ans. Donc ça, c'est pour vous faire un peu toucher du doigt que l'âge ne reflète pas l'état de santé du patient et que finalement, c'est ça l'évaluation gériatrique qui va nous permettre de voir un peu dans quel groupe on peut classer notre patient.
Sur la partie gauche de l'écran, un patient âgé qui a une hémopathie, c'est un malade encore plus complexe. C'est presque une bombe à retardement, si j'ose dire. Et ça a été montré, en fait, il y a déjà quelques temps dans une étude de 2001 et en dessous 99 par le professeur Soubeyran. Donc la première, c'est des malades de plus de 65 ans, donc relativement jeunes, dont 60% avaient une pathologie hématologique, et donc ils avaient un PS qui était abaissé, plus de la moitié avaient des comorbidités, 20% étaient dépendants pour les activités basales de la vie quotidienne, et 2/3 étaient dépendants pour au moins une activité instrumentale de la vie quotidienne. Et donc l'étude L'Image de nos collègues bordelais, en fait, sur 189 lymphomes non-Hodgkinien agressifs, 36% étaient fragiles, la moitié étaient dépendants, alors sur le score PS, le performance status, un tiers avait une fonction rénale altérée, un tiers avait une altération de la fonction cardiologique, un cinquième avait des comorbidités et un 20e avait des cytopénies sévères. Donc, quand et comment on peut s'entraider, gériatre et hématologue? L'objectif de l'hématologue, ça va être de choisir finalement le traitement adéquat qui a la meilleure balance bénéfice-risque, avec un traitement, on va dire, A ou un traitement B, avec voilà, la possibilité d'avoir une alternative thérapeutique. L'autre objectif, ça va être de décrire dans les grandes lignes l'état de santé d'une personne âgée avec voilà, une hémopathie maligne à travers quelques outils simples qui sont un peu du dépistage, parce que c'est pas du tout nous ce qu'on fait enfin, l'évaluation gériatrique est beaucoup plus complexe et très longue, comme l'a dit ma collègue avant, mais là c'est d'avoir des petits moyens en consultation pratico-pratique, on va dire, d'avoir une balance à la consultation, de peser les patients régulièrement, de regarder le patient marcher quand il est en salle de consultation et qu'il arrive finalement dans le box. Voilà, c'est d'avoir un peu un sens clinique, si j'ose dire. Et puis, savoir quand adresser le patient âgé au gériatre, c'est le score G8, donc qui a été validé par l'étude Oncodage, il y a maintenant plus de 10 ans par l'équipe du professeur Soubeyran à Bordeaux. Et donc, je vous l'ai mis sur la diapo. C'est un test de dépistage de recours au gériatre chez un patient âgé atteint de cancer et qui se fait rapidement, qui prend en moyenne 4,4 minutes sur un temps médian de remplissage. Donc, c'est assez rapide. Évidemment, ce questionnaire qui est quand même assez centré, il y a pas mal d'items sur la nutrition, en tout cas sur l'aspect nutritionnel. Il est pas bien adapté, en tout cas, quand le processus décisionnel est urgent sur des maladies hématologiques très agressives. Et donc, nous, notre objectif en tant que gériatre, ça va être de vous aider au processus décisionnel, donc choisir le plan A, qui est le traitement, on va dire, standard, ou le plan B, qui est l'alternative. Nous, ça va être de vraiment décrire en détail, d'expliquer, de hiérarchiser les problèmes de santé d'une personne âgée avec une hémopathie maligne, proposer un plan d'action avec des interventions gériatriques et anticiper les effets secondaires des traitements. Et là, la palette est très large puisque ça va de la vaccination aux facteurs de croissance, EPO, prise en charge nutritionnelle, prise en charge kiné, enfin voilà, toute l'évaluation qu'on va voir après. Donc, le sujet âgé, du point de vue de l'hématologue, finalement, le sujet âgé, ça va être l'âge qui va définir la capacité à recevoir un traitement. C'est quelque chose voilà, qui est un peu standardisé de par les études, où il y a des cut-offs, on va dire que dans la tranche d'âge, voilà à peu près à quoi les patients sont éligibles. Nous, d'un point de vue gériatrique, la population âgée, elle est très hétérogène, comme je vous ai montré sur quelques diapos avant. Donc, il y a des modifications physiologiques qui sont liées au vieillissement, des comorbidités, de la polymédication,
de nombreux syndromes gériatriques qu'on peut rencontrer et une intrication socio-environnementale. Donc finalement, l'âge ne nous dit pas tout de l'état de santé du sujet âgé. Et je crois que ça, c'est un message très important à faire passer. Donc le vieillissement physiologique, là, il m'a semblé intéressant de vous mettre un schéma très connu en gériatrie qui est le schéma de Bouchon. En fait, le vieillissement physiologique, ça va être cette barre que vous voyez en petit 1, c'est l'ensemble des processus physiologiques qui va finalement modifier la structure et les fonctions de l'organisme tout au long de la progression au cours de la vie. Donc ça touche tous les systèmes, hein, que ce soit le système cardiovasculaire, le système rénal, la fonction gastro-intestinale, les lignées sanguines, la fonction musculaire, le système nerveux. Donc voilà, on a ce vieillissement dit physiologique. Puis, se rajoute au décours des maladies chroniques qu'on connaît tous, l'insuffisance cardiaque, le diabète, l'insuffisance rénale, l'insuffisance respiratoire. Et donc ça, c'est le petit 2. Donc là, on perd en termes de capacité. Et puis 3, c'est l'événement stressant, la décompensation, on va dire, vraiment aiguë. C'est la pneumopathie, c'est la pyélonéphrite, c'est la chute. Il se passe quelque chose qui abaisse de façon plus rapide la fonction d'organe et on atteint parfois le seuil d'insuffisance et c'est très compliqué de remonter ce seuil. Tout dépendra des réserves en fait que le patient a pour récupérer. Donc en termes de comorbidité, il m'a semblé important de vous dire que les comorbidités étaient différentes des antécédents, puisque les antécédents, c'est quelque chose qui est révolu et dont on ne parle plus. Un patient qui a fait une crise de colique néphrétique, ça ne nous intéresse pas vraiment. Alors que la comorbidité, c'est quelque chose qui est encore en cours et qui peut être amené à décompenser au moment de la découverte de l'hémopathie ou à la progression. Ça peut aussi interférer avec le traitement hématologique et puis ça peut avoir un impact sur l'état nutritionnel et sur l'indépendance fonctionnelle. Et on voit ici, je vous ai mis sur la droite, finalement qu'en 97, on retrouvait dans un registre de cancer CIR qu'après 75 ans, il y avait plus de 5 comorbidités et on n'est pas très étonné, nous gériatres, parce qu'on voit dans nos services des malades qui sont de plus en plus complexes et de plus en plus polypathologiques, outre leur hémopathie. Donc ensuite, au niveau de la polymédication, donc il y a des interactions médicamenteuses qui sont liées au système ADME. Donc c'est le système d'abord d'absorption. Donc là, il y a des comédications et des interférences entre les TKI, les inhibiteurs de la tyrosine kinase et les fameux inhibiteurs de la pompe à protons qu'on adore en gériatrie et qu'on essaye surtout en fait d'éliminer, de déprescrire en tout cas, de nettoyer de nos ordonnances. Ensuite, au niveau de la distribution, il y a une baisse de la masse musculaire et une augmentation de la masse grasse qui fait que ça modifie la distribution des médicaments. Au niveau du métabolisme, surtout au niveau hépatique, en fait, il y a des inhibiteurs, des inducteurs enzymatiques qui modifient finalement la dégradation des médicaments, donc c'est notamment les cytochromes. Et puis, il y a une baisse aussi de la filtration glomérulaire qui impacte l'élimination des traitements. Donc, en termes de syndrome gériatrique, maintenant, alors le premier, c'est cognition, parce qu'il me semble que c'est quand même quelque chose, on va dire, de primordial en gériatrie. Cognition et hémopathie maligne. Le premier aspect, c'est le patient, voilà, est-il en capacité de décider pour lui-même de son traitement? Est-ce qu'il est autonome? L'autonomie finalement décisionnelle, de pouvoir participer au processus décisionnel. Est-ce qu'il est capable de nous dire ce qu'il veut? Est-ce qu'il a compris les enjeux, la gravité, les effets secondaires des traitements?
L'aspect cognitif, c'est vraiment un facteur pronostic de survie majeur au niveau hématologique et oncologique. Les épisodes confusionnels peuvent être un peu banalisés, mais c'est vraiment pour nous en gériatrie un vrai facteur de gravité, notamment en termes de durée. Plus la confusion est longue, plus on est inquiet nous en tant que gériatre. Et le nombre d'épisodes fait aussi que voilà, plus on fait d'épisodes confusionnels et plus c'est de mauvais pronostics, ça veut dire quand même que la réserve cognitive est quand même déjà pas très haute et que du coup, voilà, la réserve en tout cas, il y a peu de réserve cognitive et que le cerveau est très fragile. Donc les troubles neurocognitifs, ils sont aussi aggravés dans le domaine hématologique par l'anémie, puisque le cerveau est moins perfusé, par l'hypercalcémie qui crée des syndromes confusionnels très importants, l'hyperviscosité et les leucostases, notamment dans les syndromes de lyse tumorale. Ensuite, on a des traitements qui interfèrent avec la cognition. Donc ça, nous, on le voit beaucoup en gériatrie avec la corticothérapie, qui a quand même tendance à faire décompenser les patients, que ce soit sur le plan confusionnel ou même sur des troubles du comportement, voilà, type d'agressivité, de choses comme ça. L'irradiation encéphalique avec la radiothérapie in-toto qui effectivement impacte aussi la cognition et le thalidomide. La cognition a l'impact aussi sur la gestion des effets secondaires du traitement à domicile, puisque il faut que le patient soit en capacité d'alerter au moindre effet secondaire et savoir qui alerter, où, quand, comment. Ça, il faut que le patient il soit en capacité cognitive de le faire. Et puis, il y a un impact aussi sur l'observance, puisqu'il y a de plus en plus de traitements qui se développent, les traitements par voie orale qu'on prend à domicile en ambulatoire. Et ça, il faut quand même avoir des patients qui cognitivement tiennent la route pour pouvoir utiliser ces traitements en toute sécurité. Autre syndrome gériatrique très important, je dirais, à mettre en parallèle des troubles cognitifs, c'est la dénutrition, la sarcopénie, allant même jusqu'à la cachexie. Donc, il y avait des critères de la Haute Autorité de Santé qui étaient un peu vieux. Et donc, il y a le GLIM, qui est du coup un comité qui a fait de nouvelles recommandations récemment, fin 2018, début 2019. C'est l'ESPEN, en fait, c'est les recommandations ESPEN pour vraiment caractériser, définir la dénutrition, la sarcopénie et la cachexie, puisque là, on est souvent dans les maladies hématologiques, oncologiques, on est vraiment sur des phases de dénutrition réfractaire parce qu'il y a un hypercatabolisme, une inflammation continue qui fait que les apports ne compensent pas ne compensent pas en fait les besoins. Donc je vous ai mis à gauche la définition, enfin les définitions de notamment la cachexie et la sarcopénie qu'on retrouve dans le GLIM. Et puis, il y a l'ESMO, qui est la Société européenne de médecine oncologique, qui a aussi fait des recommandations, des guidelines sur la cachexie en oncologie chez les patients adultes. Alors, pas les patients âgés, mais les patients adultes. Ça date d'il y a 1 semaine, 10 jours. Et donc, pareil, ça donne en tout cas des définitions sur la précachexie, la cachexie et la cachexie réfractaire avancée qui donne un peu une idée voilà, des définitions de ces termes. Là, je vous ai mis un tableau pour vous expliquer un petit peu voilà, cette perte en fait, de poids en cancérologie qui dépend de plusieurs facteurs. Donc, il y a les facteurs, on va dire, qui sont vraiment reliés à la tumeur et d'autres qui sont plus reliés aux patients et aux effets collatéraux de la tumeur et au traitement. Donc, au niveau de la tumeur en elle-même, il y a des mécanismes de physiopathologie qui induisent cette perte de poids, en fait,
avec des changements d'appétit, avec des cytokines notamment qui sont produits au niveau de l'hypothalamus et qui sont anorexigènes, en fait, qui coupent l'appétit, des modifications aussi des goûts, des saveurs, une réduction, alors ça c'est plus physiologique, mais de la masse maigre et une augmentation de la masse grasse, avec une inflammation chronique finalement et une modification du métabolisme. Et ensuite, au-dessus, au niveau des facteurs qui sont relatifs plutôt aux patients ou aux effets secondaires des traitements, il y a effectivement l'inactivité physique avec l'asthénie, les effets secondaires des traitements qui font des dysgeusies, de l'anorexie, la situation psychosociale aussi des patients qui ont un effet sur la prise alimentaire et donc la perte de poids. Donc, il y a toujours cette balance, on va dire, entre les apports et cet hypercatabolisme et cette inflammation systémique qui déséquilibre la balance. Et c'est vrai que la prise en charge nutritionnelle, c'est quand même un élément fondamental si on veut poursuivre le traitement le plus longtemps possible, parce que c'est souvent source d'effets secondaires, cette dénutrition, qui oblige à arrêter le traitement de façon précoce ou à changer notre fusil d'épaule et à faire des réductions de doses, voire à changer le traitement et à faire des traitements à minima qui vont pas être très efficaces, mais qui seront peut-être un peu mieux tolérés. Donc voilà, c'est aussi important, c'est donner toutes ces chances aux patients que de vraiment prendre en charge cet aspect nutritionnel. Autre syndrome gériatrique, l'indépendance fonctionnelle. Alors là, je l'ai pris plus avec le myélome parce que c'est vrai que c'est un bon exemple puisque le myélome, dans le cadre du myélome, on a une anémie qui donne de l'asthénie, qui donne de la dyspnée, donc le patient va réduire en tout cas son activité physique et va être de moins en moins mobile. Les douleurs osseuses qui peuvent freiner l'activité des patients et allant même jusqu'aux événements fracturaires qui du coup peuvent être entraînés en tout cas un pronostic fonctionnel péjoratif. Donc le risque de tout ça, c'est les risques liés à l'immobilisation, les complications de décubitus, avec notamment la fonte musculaire, la sarcopénie, les escarres, les problèmes d'escarres, le déconditionnement à l'effort avec la dyspnée de déconditionnement à l'effort, et puis la réduction de la masse ostéo-articulaire et l'ostéoporose. Il y a aussi des déformations rachidiennes séquelaires qui peuvent causer insuffisance respiratoire chronique et troubles de l'équilibre. Et puis, l'impact des traitements sur le statut fonctionnel, parce que les traitements peuvent impacter sur le statut fonctionnel. On le voit bien avec la corticothérapie, qui est pourvoyeuse d'ostéoporose et de sarcopénie et in fine, qui peut conduire à des chutes, surtout quand c'est des corticothérapies qui sont prolongées dans le temps, si c'est des cures de quelques jours, mais si c'est des corticoïdes au long cours sur plusieurs mois, on peut avoir les complications à long terme de la corticothérapie. Et puis le thalidomide et le Velcade qui sont pourvoyeurs de polyneuropathie. Et donc, la polyneuropathie, ça engendre des troubles de la marche, des troubles de l'équilibre, des chutes, un événement fracturaire et une perte d'indépendance fonctionnelle au bout de la cascade gériatrique. Donc ensuite, l'impact de l'anémie en gériatrie, ça c'est un exemple, parce que l'anémie, c'est quelque chose qui est quand même assez fréquent en hématologie et qui vraiment a un impact, un pronostic en gériatrie. Alors, j'en ai déjà parlé sur les chutes et les fractures. Ça aggrave aussi le déclin cognitif, c'est un facteur de fragilité. Ça peut aussi entraîner des complications cardiaques parce qu'on sait que nos patients âgés ont quand même beaucoup de facteurs de risque cardiovasculaire et sont très à risque sur le plan cardiovasculaire. Ça peut être source d'hospitalisation, notamment pour des transfusions à répétition.
alors des hospitalisations de jours ou de quelques jours, ça c'est à discuter au cas par cas. Ça altère la qualité de vie parce que c'est des patients qui sont très fatigués, qui sont essoufflés, qui vont réduire leurs activités. Ça peut causer des accidents iatrogéniques et enfin, c'est un facteur de risque de mortalité au regard de tout ce que je viens de dire. Les autres syndromes gériatriques qui sont très importants et qu'il faut prendre en compte, c'est les troubles sensoriels, donc visuels et auditifs, parce que faut quand même pouvoir communiquer avec le patient et pouvoir lui expliquer les choses pour qu'il puisse avoir son autonomie décisionnelle et qu'il puisse dire ce qu'il souhaite pour lui. La dysthymie avec les syndromes anxieux et dépressifs qui jouent un rôle majeur tout au long de la prise en charge puisque ça impacte aussi sur l'alimentation, sur l'activité physique. Enfin voilà, la dysthymie, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. L'incontinence urinaire et fécale, ça c'est aussi un syndrome gériatrique à rechercher. Et les troubles de la déglutition, parce que en fonction des thérapies qu'on va proposer aux patients, je pense notamment aux thérapies orales, parfois il y a des gros cachets que les patients ne peuvent pas avaler, qu'on écrase mais qui ne doivent pas s'écraser, des gélules qu'on peut ouvrir. Donc voilà, toute la galénique en tout cas autour des thérapies orales et des thérapies ciblées sont reliées à cette problématique de troubles de déglutition. Ensuite, alors là, je vous ai mis des petits schémas un peu ludiques pour vous parler de dépendance, en fait, pour les activités de la vie quotidienne. C'est-à-dire que c'est des schémas qui sont assez simples, avec des moyens mémotechniques pour évaluer les activités basales de la vie quotidienne ou instrumentales, en sachant que c'est souvent quand même les activités instrumentales de la vie quotidienne qui sont touchées, où le score est diminué par rapport aux ADL. Donc, sur les ADL, c'est BATID. Donc, alors c'est en anglais, mais je pense que ça ne posera pas de souci. Voilà, c'est pour se laver, déambuler, aller aux toilettes, faire ses transferts, manger seul et s'habiller. Et les IADL, c'est SCUM. Donc, c'est faire ses courses, faire sa cuisine, faire le ménage, se doucher, s'habiller, savoir utiliser le téléphone, utiliser les transports en commun ou sa voiture personnelle, bref, l'utilisation de transport, savoir gérer son budget et ses papiers administratifs, et puis savoir suivre son traitement. Est-ce que le patient est capable de prendre son traitement tout seul ou est-ce qu'il faut qu'il y ait une tierce personne pour surveiller tout ça? Autre dimension de l'évaluation gériatrique, c'est le milieu socio-environnemental, parce qu'en général, les chimiothérapies, elles sont souvent administrées en hospitalisation, mais quand même le plus souvent en hôpital de jour, à la journée. Et finalement, les complications, elles surviennent surtout en ville, au domicile du patient. Donc, c'est très important d'évaluer le contexte socio-environnemental parce que ça va conditionner la surveillance et la prise en charge des complications liées au traitement. Donc, des questions toutes bêtes, mais qui sont fondamentales. Savoir si le patient y vit seul ou pas. Est-ce que il est l'aidant principal de son épouse qui peut avoir une maladie d'Alzheimer ou de son fils handicapé? Parce que dans ce cas-là, il y aura une problématique du patient qui décompense, qu'il faut hospitaliser, mais aussi de l'entourage. Qu'est-ce qu'on fait de l'épouse ou du fils? On n'a pas les mêmes problématiques sur un patient qui est isolé ou qui est bien entouré par de la famille, par du voisinage, par des amis. Est-ce que les enfants, ils habitent dans la même ville ou pas pour aider au quotidien et pour le suivi médical? J'ai notamment le souvenir d'une patiente dans le service qui avait un lymphome et qui avait un fils en Suisse, l'autre à Strasbourg. Bon, quand il a fallu aider au quotidien et puis assurer le suivi médical, c'était un peu compliqué. Donc, ils ont dû se rapprocher, déménager. Enfin, ça avait été assez compliqué. Et ça, c'est des éléments qui sont importants à connaître dans la prise en charge globale du patient. Le passage quotidien d'une infirmière à domicile pour surveiller l'état général et sécuriser le traitement, ça me paraît
quelque chose à mettre en place assez facilement, en tout cas sur les patients de plus de 80 ans en gériatrie. Et si le maintien à domicile il devient difficile à cause de l'évolution de la pathologie hématologique ou parce que les traitements ne sont pas bien supportés, plutôt que de faire des hospitalisations à répétition ou d'avoir un patient qui reste des mois et des mois sur un centre de rééducation, il faut essayer d'anticiper assez tôt un autre lieu de vie. Alors, soit un lieu de vie à domicile avec une hospitalisation à domicile, mais souvent, ça, c'est quand les patients sont entourés. Mais quand les patients sont isolés, pouvoir parler d'entrée en institution en soins de longue durée, notamment. Et ça, c'est ce qu'on fait sur la filière gériatrique, en tout cas. L'apport de la gériatrie en hématologie, donc à 3 niveaux, donc sur le processus décisionnel urgent, où là c'est plus, donc là c'est de la vie urgente. Donc nous dans notre filière gériatrique, ça peut être souvent de l'équipe mobile intra-hospitalière qui peut donner un avis rapidement quand il faut passer la chimio dans la journée, par exemple, comme on disait tout à l'heure. Et là, on est plus dans une analyse un peu rétrospective du dossier, c'est-à-dire comment le patient était 3 mois avant, est-ce qu'il était complètement indépendant et autonome, et dans ce cas-là, il faut traiter tout de suite, vite et fort, ou est-ce que finalement, il y avait déjà des fragilités si la famille nous dit qu'il était suivi par un neurologue pour une maladie d'Alzheimer, voilà, est-ce qu'on va y aller aussi vite et aussi fort? On est plus sur de l'analyse rétrospective en tout cas. Ensuite, il y a le processus décisionnel qui est rapide. Donc là, on est plus dans, on y va parce qu'il faut traiter le patient, mais on va essayer d'anticiper un peu plus les complications et d'accompagner le traitement sur le long cours. Donc là, j'ai mis 2 exemples. L'anémie qui est mal tolérée chez le coronarien. Est-ce qu'on le transfuse en HDJ? Ça, c'est toujours une problématique un petit peu qu'on a au sein des services. Est-ce que quelqu'un qui a 90 ans, qui est coronarien, on le met à la journée en HDJ d'hémato pour lui passer une poche, s'il ne la supporte pas, qui se met en OAP derrière, en termes de parcours de soins, ça pose un peu question. Voilà, on peut rencontrer des difficultés en tout cas d'organisation de parcours de soins. Et puis, autre exemple, les neuropathies chimio-induites qui entraînent des troubles de la marche, des chutes, des fractures et la cascade gériatrique. Donc vraiment, je crois que sur ce processus décisionnel rapide, on est vraiment sur, on passe le traitement, mais il y a une stratégie préventive à avoir, d'accompagner vraiment le traitement en co-managing finalement avec les hématologues, et que nous, on soit vraiment dans une approche presque préventive, à parler de vaccination, de nutrition, de kinésithérapie, voilà, d'essayer en tout cas d'appuyer sur tous les boutons gériatriques pour que le patient puisse maintenir le plus longtemps possible son traitement. Et pour ça, il faut bien connaître les effets secondaires des traitements. Et c'est vrai que l'hématologie, c'est une spécialité qui est complexe, qui est toujours qui va très vite, qui est toujours en mouvement, et on a du mal à suivre, nous, en gériatrie, voilà, en termes de rapidité d'articles et de connaissances. Donc, c'est vrai que ça passe par un partenariat pour bien que vous nous expliquiez, enfin, en tout cas, que vous nous portiez à notre connaissance les effets secondaires des traitements pour que nous, on puisse mieux, finalement, adopter des stratégies préventives pour le patient. Et enfin, le processus décisionnel différé, finalement, là, il n'y a pas de contre-indication au traitement, on y va, mais on est plus dans une inclusion de filière gériatrique pour limiter les perdus de vue, parce que je pense que ça nous est tous arrivé d'avoir des patients qui ont été vus une fois par l'hématologue, puis ensuite un peu perdus de vue, ils reviennent au décours d'une chute sur le secteur gériatrique. Donc, c'est plutôt vraiment les inclure dans la filière et avoir un vrai suivi. Donc, en conclusion, pour finir, j'ai mis quelques notions importantes. Donc, ce qui me semble primordial, c'est cette collaboration gériatre-hématologue. Nous, on essaye de plus en plus sur le centre hospitalier Lyon-Sud de créer en fait cette alliance avec les hématologues pour que les patients ne soient pas surtraités, mais finalement pas sous-traités non plus, et qu'on puisse vraiment
qu'on puisse leur proposer le meilleur traitement adapté à leur état de santé, ce qui implique du coup un parcours de soins coordonné vraiment entre ces deux spécialités, parce que nous, on a vraiment une filière gériatrique qui est très large. Alors, je ne sais pas si les hématologues connaissent vraiment toute la filière gériatrique, mais on a du court séjour, on a des soins de suite de réadaptation, on a des équipes mobiles intra-hospitalières, des équipes mobiles extra-hospitalières qui peuvent aller à domicile, on a des consultations, on a des hôpitaux de jour à la journée pour faire des évaluations gériatriques complètes, notamment quand ça dure 1 heure et demie avec la diététicienne, le kiné, différents intervenants. Donc voilà, on a vraiment tout un panel en termes de gériatrie à disposition, et du coup l'idée c'est d'essayer de coordonner les deux spécialités et de pouvoir aider les malades d'hématologie. Donc aide au processus décisionnel, stratégie préventive, inclusion dans la filière gériatrique, c'est tout ce qu'on vient de dire. On s'est rendu compte, nous, dans notre centre hospitalier, qu'on avait peu de data gériatrique finalement dans les RCP d'hématologie, et que finalement, de travailler ensemble, ça apportait un peu de données gériatriques, et ça permettait de mieux discuter les dossiers, en tout cas en collaboration. Et puis, pour finir, c'est quid du savoir hématologique du gériatre, parce que voilà, je pense qu'on a beaucoup à apprendre de vous, et on va voir avec le topo d'après. Mais voilà, du coup, on a besoin aussi d'avoir des billes pour essayer d'anticiper les cascades gériatriques et les problématiques gériatriques. Et donc, pour finir, je vous ai mis une petite illustration que mon collègue Michael avait mis sur Twitter, qui était un peu drôle pour finir sur une note humoristique. Merci beaucoup, Dr Valero. Merci beaucoup pour cette intervention. Puisqu'on est un peu débordé dans le temps, on va directement passer la parole à une hématologue qui était à l'AIH avant et qui a été mandatée par les jeunes gériatres pour nous faire la 3e présentation de la soirée, Déborah Assouan. Bonsoir Déborah. Bonsoir, bonsoir à tous. Alors, donc j'essaye de mettre mon écran en partage en diapo. On le voit bien. D'accord, très bien. Bon. Ok, est-ce que c'est bon pour vous? Très bien. Super. Alors, bonsoir à tous. Je suis donc hématologue à Lorient et je suis ravie d'avoir été invitée à aborder le point de vue de l'hématologue dans la prise en charge des personnes âgées atteintes d'hémopathie. Donc, comme l'ont dit Evelyne et Marie, l'hématogériatrie, ça concerne certes les gériatres, mais aussi nous tous hématologues, puisque à moins de s'intéresser exclusivement aux patients à le greffer, on a tous et on aura tous dans notre patientèle de nombreux patients âgés à très âgés. Et ce qui est pertinent chez les patients plus jeunes, pour lesquels la survie globale, la survie sans maladie va être au premier plan, eh bien, on s'intéressera aussi de manière tout aussi prioritaire et attentive à la qualité de vie des patients les plus âgés. Alors, c'est une population qui est très contrastée, et donc, pour offrir le meilleur traitement à chacun, il va falloir qu'on s'intéresse à faire des traitements personnalisés. On a un bon sens clinique, je pense, globalement en hématologie, mais on a besoin de nos collègues gériatres qui ont souvent une boîte à outils gériatrique assez conséquente pour nous aider à appréhender tout cela, ainsi que de leur vision gériatrique, à la fois, comme l'ont très bien dit Marie et Evelyne, pour l'évaluation initiale de nos patients, mais également pour une prise en charge au long cours conjointe. Donc, chez les patients âgés, on a beaucoup de choses passionnantes à mettre en balance. Les bénéfices du traitement, donc à la fois en termes de survie, ce qu'on connaît assez bien en hématologie avec nos essais cliniques, mais aussi en termes d'objectifs, non seulement pour nous, est-ce que pour un patient âgé, il est important d'avoir une MRD négative dans une leucémie lymphoïde chronique, ou finalement un objectif tout simplement de maintien d'une maladie stable au long cours peut être suffisant dans d'autres pathologies, par exemple. Un objectif, par exemple, également d'avoir une période sans traitement le plus longtemps possible, des traitements adaptés. Tout ça est à mettre en balance.
avec ce qu'on sait, je pense, bien faire, hein, les caractéristiques de l'hémopathie, et puis les risques liés au traitement qui vont être plus importants dans cette population. Tout ça en prenant en compte, bien sûr, le souhait du malade, encore faut-il qu'il soit en capacité de pouvoir l'exprimer. Donc, je vais passer rapidement sur cette diapo qui a été présentée également par Evelyne, hein, sur l'intérêt de l'évaluation gériatrique en oncologie, mais aussi en hématologie. Les gériades nous aident à détecter des fragilités ou des déficits qui n'ont pas été identifiés par notre interrogatoire rapide ou notre examen clinique de routine. L'évaluation permet également d'estimer de manière plus accrue le risque de toxicité sévère chez nos patients, d'estimer également la survie globale, et puis ça influence le choix et l'intensité du traitement initialement. Donc pour commencer, je voudrais vous raconter une histoire, celle d'un patient, monsieur Jean, qui a 89 ans, que j'avais pris en charge à Amiens et qui, je pense, illustre de manière assez intéressante ce par quoi on est assez confronté régulièrement dans notre prise en charge hématologique. Donc il s'agit d'un patient qui arrive aux urgences initialement pour un tableau de constipation, qui passe pour un fécalome qui a été extrait d'ailleurs, et qui revient 3 jours plus tard aux urgences pour une douleur abdominale fébrile. Donc on lui fait un scanner abdominopelvien qui va retrouver une iléite terminale et plusieurs formations ganglionnaires de petite taille. Finalement, il a une iléocoloscopie qui a été faite après négociation par les urgentistes et qui va retrouver une lésion tumorale à 10 cm de la valvule qui est ulcérée, non sténissante et circonférentielle. Cette lésion sera biopsiée et mettra en évidence un lymphome B diffus à grandes cellules de phénotype centrogerminatif. Et donc, c'est à la suite de ça que je le vois en consultation avec déjà un diagnostic, et il vient avec son épouse, également avec sa fille. Lui, il vient en fauteuil roulant. C'est un ancien inspecteur des travaux publics avec un niveau socio-culturel initial qui est assez élevé et qui vit à domicile avec son épouse qui est 10 ans plus jeune que lui. Il a quelques antécédents, mais pas majeurs, une ACFA qui est traitée, il est très bien suivi par son cardiologue, une hypertension artérielle. Il a fait une pancréatite par le passé et puis il a été opéré d'une hernie hiatale, donc pas grand-chose. À l'examen clinique, il est PS3, il a un poids qui a baissé, qui a 70 kg pour 72 kg en poids de forme, et surtout il est très anxieux, c'est un lapin dans les phares, il a compris qu'il avait quelque chose de grave, il a compris qu'il venait en consultation hématologique, et comme souvent ça peut faire très peur, donc pas forcément en capacité à ce moment-là d'exprimer ce qu'il souhaiterait. Il n'y a pas de signes généraux. Il y a une fatigue qui est décrite par son entourage comme étant croissante depuis environ 2 mois, ce qu'on voit régulièrement pour un lymphome agressif. Et depuis 2 mois également, il marche difficilement. Il marchait correctement auparavant, puis progressivement avec 2 cannes et un déambulateur. À l'examen clinique, je n'ai pas grand-chose. J'ai simplement un ganglion inguinal à droite et je fais le score G8. Cette fois-ci, je l'avais vraiment fait et qui est à 6 sur 17. Donc, le bilan biologique ne retrouve pas grand-chose. Il a une petite anémie à 11,3 g. Il n'y a pas de carence martiale. Les LDH sont discrètement élevés à 469 pour une norme qui est inférieure à 450. La bêta de microglobuline est juste au-dessus de la normale et l'albumine est à 32 g par décilitre. Donc, je lui fais un TEP scanner, ça peut aussi se discuter chez un patient de 89 ans, mais l'accès était relativement aisé, donc on l'a fait. Et sur cet examen, on retrouve des ganglions au niveau hilaire, médiastino-hilaire, qui sont modérément hypermétaboliques, un submax à 4. Et surtout, au niveau sous-diaphragmatique, on a un hypermétabolisme au niveau de l'anse grêle à droite avec un submax à 22, ainsi que des ganglions iliaques à droite, submax à 28-29. Donc, il a également eu une biopsie inguinale droite qui confirme le DLBCL de phénotype GC. On va s'intéresser à se poser la question collectivement de quelle est la meilleure prise en charge pour ce patient. Avec 4 items qui, je pense, sont importants à prendre en compte: l'espérance de vie, les bénéfices d'un traitement chez ce monsieur de 89 ans, les conséquences néfastes potentielles d'un traitement hématologique, et puis la volonté du patient. Donc, au niveau de l'évaluation gériatrique, suite au G8, il a pu voir les gériatres dans le service puisqu'on l'avait hospitalisé assez rapidement.
qui conclut ceci. Donc, un patient qui fait des chutes finalement itératives, qui marche avec des cannes depuis plus longtemps que ce qu'on m'avait dit en consultation. Il vit avec sa compagne dans une maison et c'est son épouse qui gère finalement les médicaments et l'ensemble des activités de la vie quotidienne depuis déjà longtemps. Donc des informations sur l'environnement social qui vont être importantes pour la prise en charge. Cognitivement, il était orienté dans le temps, dans l'espace, et il répond de manière adaptée aux questions brèves, et globalement, il comprend un diagnostic. Au niveau nutritionnel, l'IMC est à 22 et rapidement, le poids a encore baissé. Il était à 72 kg il y a quelques semaines auparavant, enfin quelques jours auparavant. Et là, on est à 67 kg avec une albuminée qui est également en baisse à 29 grammes par décilitre. Et donc, j'ai un score de Balducci qui considère le patient comme étant fragile, avec un risque d'aggraver son état nutritionnel, un risque de chute et une perte partielle de son autonomie corporelle. Le score de Lee, qui permet d'évaluer la mortalité à 4 ans sans cancer, était bien inférieur à 30%. Donc, cette évaluation était assortie d'une proposition d'intervention. Il a bénéficié de compléments nutritionnels, d'un traitement par vitamine D. Le traitement antihypertenseur a été adapté, comme souvent les patients avec une hémopathie grave, finalement, leur tension artérielle s'améliore, enfin, en tout cas diminue, et donc on est amené à réduire les traitements antihypertenseurs pour éviter les conséquences d'une hypotension artérielle. Les kinés sont arrivés dans la boucle pour lui rééduquer la marche. On lui a prescrit des chaussures thérapeutiques pour éviter les chutes. Et puis, on avait un conseil en termes de vaccination et il était suivi à 1 mois. Par contre, pour le traitement, la réponse de l'oncogériatre avait été texto, je ne sais pas quoi te dire, parfois vous pouvez faire des miracles avec une petite chimiothérapie. Alors, quelle va être l'espérance de vie du patient? Eh bien, sans lymphome, c'est un patient qui a 89 ans, qui a une espérance de vie qui est considérée comme assez faible, hein, puisque le score de Lee est inférieur à 30% à 4 ans. Au niveau des risques évolutifs sans traitement, on sait qu'il peut s'aggraver, notamment les symptômes digestifs de constipation, de saignement peuvent se majorer, et puis il peut développer ce qu'il n'avait pas en dehors de la perte de poids, des signes généraux désagréables, de la fièvre, des sueurs nocturnes, et puis évidemment d'autres lésions ganglionnaires gênantes ou des lésions d'organes gênantes. Quelle va être l'espérance de vie avec un traitement standard, type Hermine-Shop? On a cette publication qui a été réalisée dans une population de patients de plus de 80 ans, c'est une phase 2, qui évaluait le R-Shop, mais à dose réduite pour ce qui concerne la polychimiothérapie par SHOP, chez 150 patients. Et donc, dans cette publication, ce qu'on peut voir, c'est que la survie globale à 2 ans était de 59%. Avec une meilleure survie pour les patients qui ont une autonomie selon l'IADL qui était préservée et les patients qui étaient, du point de vue nutritionnel, dans un état correct, donc avec une albuminine supérieure à 35. C'est important à avoir en tête aussi hein, dans l'évaluation de la prise en charge de ce patient. Concernant les bénéfices d'un traitement, en termes de survie, à 89 ans, c'est peut-être pas forcément l'objectif le plus pertinent de parler de survie, même si ça reste un point important pour les patients. On sait, et c'est vrai que c'est l'une des difficultés avec la discussion avec nos collègues gériatres, que certains patients peuvent être guéris, y compris à des âges très avancés, donc on a ça en tête. D'un point de vue de l'analyse clinique, les symptômes liés au lymphome qui peuvent être désagréables peuvent vraiment tirer un bénéfice d'un traitement. Notamment, là, chez Monsieur Jean, on avait une perte de poids qui s'accentuait de manière importante, des constipations. Et puis, on sait qu'en faisant un traitement, ça peut permettre d'éviter des symptômes désagréables à venir, notamment le risque d'occlusion digestive, le risque d'hémorragie digestive, etc. Au niveau des toxicités hématologiques,
on les connaît, je pense, plutôt bien et on sait les gérer. On n'a pas tellement peur des cytopénies chimio-induites en hématologie généralement. Donc, c'est un patient qui est à risque de faire une neutropénie fébrile, chez qui très probablement il faudra envisager un support par GCSF à titre systématique. On peut aussi gérer les éventuels besoins transfusionnels, quoiqu'ils ne sont pas forcément si importants avec VRMini-SHOP. À l'inverse, l'anémie à un âge avancé peut être très difficile à tolérer, donc on a ça aussi en tête. Et puis, on peut risquer, avec un traitement, d'aggraver le risque de faire une hémorragie avec une lésion importante, notamment avec une thrombopénie chimio-induite. Au niveau non-hémato, la fatigue, c'est toujours compliqué dans les DLBCL puisqu'elle peut être partiellement liée au lymphome, mais également liée au traitement. Donc, on a souvent deux cas de figure très différents, des patients qui sont très fatigués par le traitement et à l'inverse, des patients qui, après une cure, se sentent vachement mieux et ont une vie quotidienne qui est nettement améliorée, mais ça reste un effet secondaire à prendre en compte potentiellement avec le traitement. Les nausées sont contrôlables sous traitement antiémétique. Ça peut aller jusqu'à des vomissements, mais c'est rare avec ce protocole de chimiothérapie. Le risque d'allergie au rituximab, comme pour tous les patients, de neuropathie à l'oncovin. Et donc, les présentations précédentes l'ont bien expliqué, ce que ça impliquait chez un patient âgé, un risque de chute, qui dit chute dit potentiellement fracture, risque d'hématome, hématome sous du rouge chez un patient qui peut être thrombopénique, qui a également un traitement pour son ACFA par anticoagulant oral. Donc, tout ça est à prendre en compte. On a un risque de constipation et de perforation digestive avec l'oncovin. Et puis, les anthracyclines peuvent entraîner un risque de décompensation cardiaque chez un monsieur qui a déjà une ACFA et une HTA. Les décès toxiques sont relativement peu fréquents globalement avec ce type de protocole. Et puis, finalement, on va se poser la question, est-ce que cette chimiothérapie est faisable sur ce terrain ? Si on n'arrive pas à faire le traitement comme on l'entend, c'est-à-dire une cure toutes les 3 semaines à cause de toxicité, finalement, on ne sait pas ce qu'on fait à reporter des cures en termes d'efficacité. Donc, c'est également un point à prendre en compte. Et puis, dans ce contexte, en termes de qualité de vie, un patient qui, pour des conséquences de chimiothérapie, passe régulièrement aux urgences, par exemple, est-ce réellement approprié d'infliger, entre guillemets, ce risque-là? Je passe sur le déclin fonctionnel et la part d'autonomie qui ont été très bien détaillés par mes collègues. Et puis, il va y avoir le désir du patient qui est souvent pas simple à aborder puisqu'il y a la question de la compréhension de l'hémopathie, la compréhension des enjeux. Chez des personnes âgées avec potentiellement des troubles cognitifs et anxieux, c'est pas forcément très simple. Donc, on avait présenté son dossier en RCP avec les éléments hématologiques et les éléments gériatriques. Un petit tips pour les hématologues, pour avoir une discussion intéressante en RCP hématologie, je conseille idéalement de mettre ces dossiers en premier et pas en fin de RCP après tous les dossiers jeunes parce que généralement, ça intéresse un petit peu moins. Et donc, au moment de la RCP, on a proposé de faire un traitement de début King par RCOP, sans oncovin en vue de la localisation digestive, puis de réévaluer précocement. Et selon l'évolution, en cas d'amélioration, d'aller vers un RMini-SHOP, à condition qu'il soit possible pour lui d'avoir des anthracyclines si le bilan cardiaque le permettait. Donc, c'est ce qu'on a fait. On l'a fait en hospitalisation pour permettre de gérer les toxicités aiguës potentielles, pour permettre également de réexpliquer la maladie au patient, de lui expliquer la proposition thérapeutique et de voir, d'essayer de comprendre ce que lui souhaiterait et s'il est d'accord et s'il adhère au projet thérapeutique. Donc, ça demande de la patience, ça demande des annonces régulières, ça demande aussi de la pédagogie auprès des équipes de soins pour aller tous dans le même sens. Et puis, après explication des bénéfices, il a exprimé le désir de vivre le plus longtemps possible avec son épouse qui a 10 ans de moins, ce qu'il aimait à préciser très régulièrement. Et puis, il a une passion pour le jardinage et c'est un objectif pour lui de pouvoir profiter de son jardin. Voilà.
Donc, on a mis en place les soins de support du service. Il a pu voir la psychologue, l'assistante sociale pour débuter le plan d'aide à domicile et puis la diététicienne. Et on a fait cette fameuse préphase par ERCOP, le début clinique Sandro Covin, en gérant le syndrome de Lise qui n'a finalement pas été présent et en faisant une tentative à l'état digestif, et il n'y a pas eu de problème, il n'y a pas eu de perforation, il n'y a pas eu de saignement. À J3 du traitement, il a présenté un syndrome confusionnel aigu, très agité. Il est tombé, une chute sans gravité, heureusement. Il avait un pick-line pour faire sa chimiothérapie et de justesse, on a pu le maintenir en place. Et après tout un bilan étiologique effectué et aidé par les gériatres, finalement, c'était essentiellement la corticothérapie initiale qui a été incriminée, qui avait été par la suite baissée, et même complètement arrêtée au moment du syndrome confusionnel, ce qui a permis une résolution complète des symptômes à l'arrêt des corticoïdes, et il a pu rentrer chez lui à J6 avec un pandème majoré. Et donc, on l'a pris en hospitalisation pour la suite du traitement en hospitalisation, avec un état général qui était moyen. Il était OMS plutôt 2-3 contre 3 initialement. On a finalement pu faire un traitement par air mini-shop avec les précautions hématologiques d'usage. Et ce patient a été suivi conjointement avec les gériatres. Et en fin de traitement, donc, il a pu y avoir ces 6 cures qui se sont globalement bien passées. La première cure avait été finalement la plus compliquée, ce qui est souvent le cas. Et avec le suivi et le traitement, il était en rémission complète en fin de traitement et a pu maintenir une qualité de vie qui était correcte. Donc c'est une belle histoire, celle-ci, qui est vraie, pour simplement illustrer comment on peut collaborer avec les gériatres. C'est pas toujours simple, hein, je vous l'accorde, d'avoir une prise en charge aussi peut-être pointue, mais je pense que il y a beaucoup de choses à redire sur cette prise en charge et à améliorer, mais je pense que globalement, c'est une prise en charge hémato-gériatrique qui était assez intéressante et vers laquelle on essaie de tendre au quotidien dans les services d'hématologie. Voilà. Donc, pour avancer, pour parler d'une autre pathologie du sujet âgé, du myélome, c'est une pathologie qui concerne aussi des patients très âgés, avec un âge médian au diagnostic à 70 ans. On a pléthore de traitements modernes qui apportent un bénéfice conséquent chez les patients jeunes, mais ce bénéfice est moins évident chez les patients les plus âgés. L'autogreffe n'est pas envisagée après 70 ans, mais on a plusieurs options thérapeutiques, et pour discuter et décider des meilleures options thérapeutiques, on a aussi des outils gériatriques qui permettent de nous aider. Et notamment, je vais vous présenter l'IMWG FretilScore, qui est un outil qui est à la fois utilisé pour les essais cliniques, et dans les derniers essais IFM, les patients sont stratifiés sur cet outil, et qui peut également être utilisé en routine, puisque il apporte des clés pour discuter, d'essayer d'une prise en charge thérapeutique. Alors, c'est un outil qui prend en compte 4 éléments: l'âge, l'ADL, qui a été présenté par mes collègues, l'IADL, et puis les comorbidités selon le score de Charlson. Avec cet outil, 3 groupes de patients sont constitués: les patients qui sont considérés comme fit, les patients intermédiaires et les patients fragiles. Et on peut le voir sur ces diapositives, c'est un outil qui permet de prédire la survie, avec les patients fragiles qui vont être bien distingués et avoir une survie globale moins favorable que les patients fit ou intermédiaires fit. Ça permet également de prédire la survie sans progression. Et puis, le risque de toxicité non hématologique, ainsi que le risque d'interruption thérapeutique, qui a bien sûr un lien avec la survie. Donc, lorsqu'on pool ces informations, on obtient 3 groupes de patients.
Et par exemple, un patient qui va avoir 74 ans, mais qui va avoir plusieurs comorbidités, ou alors qui va avoir un score ADL qui est altéré, va être considéré comme intermédiaire fit, et donc il est licite pour ce patient de proposer un traitement adapté avec par exemple des schémas avec du Velcade, un inhibiteur de protéasome, de manière hebdomadaire plutôt que bi-hebdomadaire comme on peut faire pour des personnes plus jeunes. Donc c'est une publication qui date de 2015, hein, donc en termes de thérapeutique, il y a évidemment des traitements qui peuvent être obsolètes sur cette diapositive. On peut voir également que pour les patients de plus de 80 ans, là on a un petit manque dans cette publication à mon sens, puisqu'ils sont systématiquement considérés comme étant fragiles, quel que soit finalement leur état d'autonomie, quelle que soit leur comorbidité, et donc de manière systématique, les traitements sont proposés à dose réduite avec plutôt des doublés que des triplés, Refdex ou Velcadex par exemple, voire des soins de support exclusifs. Et donc, dans cette population qui reste malgré tout, je pense, hétérogène et complexe, il y a peut-être une manière plus subtile de l'appréhender. On a besoin de faire pour les octogénaires des traitements qui sont certes efficaces, mais encore faut-il pouvoir le faire dans cette population. Et donc, on va avoir à mettre en balance le gain en espérance de vie chez ces patients qui peuvent encore, à 80-85 ans, avoir une espérance de vie qui est peut-être importante. Et là, le score de Lee et d'autres outils gériatriques peuvent vraiment nous aider à l'estimer. Et puis, en parallèle, mettre en balance les risques liés au traitement, notamment pas tellement le risque de mortalité, mais surtout tout ce qui est morbidité qui va être à prendre en compte. On a peu de données chez les plus de 82 ans, mais on a quand même des données intéressantes chez les plus de 75. Je vais vous présenter rapidement 3 essais. L'essai FIRST, qui a permis de valider en première ligne ce qu'on fait pour beaucoup de patients âgés, le traitement par Revlimid dexaméthasone. On voit que chez les patients de plus de 75 ans, les paramètres de survie se sont améliorés par ce schéma versus MPT, hein, donc methylprednisolone thalidomide, qui était beaucoup fait auparavant et qui peut-être est maintenant obsolète. On a un gain en PFS et également en survie globale avec le Revlimid. Pour ce qui est du traitement par VRD, avec donc le même schéma mais plus Velcade contre Refdex, l'essai SWOG par exemple montre également un gain avec une PFS médiane qui passe de 41 contre 29 mois avec l'ajout du Velcade. On a également l'essai Maya, toujours dans le myélome des patients de plus de 65 ans ou plus jeunes mais avec des comorbidités, qui avait évalué le Refdex versus Dara-Refdex. Et dans cet essai, on peut voir que la population des patients de plus de 75 ans était importante, hein, c'était plus de 40% de la population. Et donc, on a des données intéressantes dans cette population. L'essai était positif et Dara-Tumubab apportait une amélioration de la PFS et de la survie. Et chez les patients de plus de 75 ans, on a également un bénéfice qu'on conserve en survie. Donc, on a de nombreuses armes thérapeutiques pour les patients âgés qui sont résumées dans cette diapositive, sur lesquelles on peut voir que pour la plupart des traitements, hein, y compris les traitements un peu plus anciens, on a des taux de réponse de plus de 50% et des médianes de survie sans progression qui sont de plus d'1 an, finalement, quel que soit le schéma utilisé. Donc, on a beaucoup d'options. Je vais passer sur cette diapositive puisque Marie a décrit les liens importants entre le myélome et l'autonomie, notamment en termes de pathologie et aussi en raison des traitements qu'on fait. C'est vrai que pour les hématologues, on se pose souvent la question de la corticothérapie, qui est un bon traitement du myélome et qui est l'une des composantes des doublés et des triplés qu'on fait régulièrement, mais qui a des conséquences aussi en termes d'ostéoporose. Il n'est pas rare d'avoir des patients qui ont des fractures, des tassements vertébraux ostéoporotiques plutôt que myélomateux. Et donc, on est souvent amené à
à anticiper et à baisser les corticoïdes, notamment chez les patients répondeurs. Et je passe également sur la diapo qui fait le lien entre les troubles cognitifs et le myélome pour les mêmes raisons que la diapositive précédente. Celle-ci me semble intéressante à retenir pour les hématologues et pour les gériatres, puisqu'elle résume finalement les paramètres à considérer lorsqu'on décide un traitement chez les patients fragiles atteints d'un myélome. On a bien sûr à prendre en compte les critères d'introduction du traitement hématologique. On a en tête les caractéristiques de la maladie, notamment en termes de cytogénétique. Et puis, en parallèle de ça, il est important de prendre en compte les caractéristiques liées au patient qu'on a vues dans le score IMWG, ainsi que les comorbidités. Par exemple, il sera, je pense, peu pertinent de proposer du VCAL chez un patient diabétique avec une neuropathie diabétique. Donc, tout ça est à prendre en compte lorsqu'on décide un traitement. Et puis, on a beaucoup de traitements efficaces. Donc, ça va être également intéressant pour chaque patient de prendre en compte l'objectif de réponse ou de simple contrôle de la maladie. Tout ça en lien avec la qualité de vie. Un petit mot sur les essais cliniques qu'on a abordés. On a quand même peu de données dans le myélome. Je trouve que c'est assez intéressant parce qu'on a pas mal de data. Par contre, dans beaucoup d'hémopathies malignes, il manque de données chez les patients les plus âgés et les plus fragiles. C'est une diapo qui est un peu ancienne, mais qui montre que 9% des patients inclus ont plus de 75 ans, alors que ça représente une population chez qui les cancers et les hémopathies sont très importantes. Il y a beaucoup de freins contre lesquels on doit, je pense, collectivement lutter. Effectivement, c'est une population hétérogène, mais c'est intéressant d'avoir des patients âgés dans les essais, puisque finalement, c'est à eux que vont être destinés les résultats de ces essais. Les comorbidités et les critères d'éligibilité commencent à être un peu moins stricts et permettent d'inclure plus de patients. Parfois, en tant que clinicien, on a un jugement négatif sur les essais et donc ça peut être également un frein à l'inclusion. Et puis surtout, certains patients ne souhaitent pas être des cobayes selon leurs propres termes. Et donc, il est important qu'on puisse leur expliquer à quel point ça peut être intéressant d'abord pour eux de bénéficier de molécules innovantes et puis pour l'ensemble des patients atteints de leur pathologie d'avoir des données plus importantes. On a en plus des objectifs dans les essais gériatriques qui sont assez intéressants puisque en dehors de la survie globale, de la survie sans progression, on peut avoir, et ça se justifie chez les patients les plus âgés, des objectifs en termes de maintien des capacités fonctionnelles, de maintien de l'autonomie, de maintien de qualité de vie, et puis des essais avec des critères composites ou des co-critères de jugement qui prennent en compte à la fois la survie et à la fois l'autonomie, peuvent être également intéressants à développer. Voilà, donc je termine sur le slogan que j'avais trouvé très joli pour ce webinaire. Donc, je vous remercie pour votre attention et puis je ne sais pas si on a un petit peu de temps pour les questions. Un grand merci, Déborah, pour cette présentation. Une toute première question qui a été posée vis-à-vis des corticoïdes. Donc, tu as bien dit que, même si tu l'as dit rapidement, que dans le myélome, chez les patients en rémission, vous aviez tendance à diminuer les doses de corticoïdes. Est-ce que tu penses qu'on peut les diminuer à partir de la réponse partielle? Est-ce qu'il y a une vraie limitation de crainte des effets secondaires? C'est vrai que c'est pas une question, c'est une question qui est pas simple, mais d'un point de vue pragmatique, effectivement, je pense que c'est intéressant d'attendre d'avoir au moins un début de réponse.
avant d'ajuster le traitement par corticoïdes, puisque c'est une molécule qui est importante dans le myélome. Après, comme l'avait bien dit Marie, on a souvent des patients qui ont des comportements agressifs, on a des troubles cognitifs sur le long terme, donc il faut se poser la question de l'ajuster. De manière pragmatique, je pense que chez un patient qui est en réponse partielle, ça peut tout à fait s'envisager de réduire la dose et puis de voir tout simplement si avec 20 mg ou même 10 mg, c'est suffisant. Et puis il arrive fréquemment que pour certains patients, on laisse tomber complètement la corticothérapie et qu'on ne fasse que l'imide ou que l'inhibiteur de protéasome ou uniquement la corticothérapie en prémédication pour le DARA. Et ça peut être suffisant. C'est une balance à mesurer régulièrement, effectivement. Autre question par rapport au confort, à la qualité de vie des patients, est-ce que pour optimiser cela, on va ajuster les seuils de transfusion? Oui, alors c'est là aussi une question qui est intéressante et pas forcément si simple. Souvent, les patients âgés, parfois, enfin, en tout cas, ça veut dire à quel seuil ils se sentent mieux. Il y a des patients qui disent, hein, moi en dessous de 9 grammes ou en dessous de 10 grammes, et moi je leur pose la question, est-ce que quand on vous transfuse, vous vous sentez mieux ou pas? Et ensemble, on peut définir le seuil. Évidemment, il y a aussi les critères médicaux, les comorbidités cardiaques qui vont guider cela. On n'est peut-être pas assez strict en hématologie, on tolère facilement le 8 grammes, 9 grammes, mais je pense que mes collègues gériatres aiment voir des patients plutôt autour de 10 grammes, et c'est vrai qu'on a des essais dans ce sens, que les patients, d'un point de vue de leur qualité de vie, se sentent souvent mieux. Après, c'est aussi des patients qui parfois vident les CTS, donc il y a ça à mettre en parallèle, qui, s'ils viennent tous les 2 jours pour être transfusés, c'est pas non plus l'idéal, quoi. Donc, peut-être relever un peu le seuil pour les patients âgés en hématologie, y compris qui n'ont pas de comorbidité, ça peut être intéressant. Je redonne la parole à l'Association des jeunes gériatres, à Mathieu et Cyprien, pour nous présenter le questionnaire qu'ils nous ont partagé. Oui, déjà, je voudrais remercier une fois de plus nos 3 intervenantes pour leur topo particulièrement intéressant. Je crois que ça nous montre à quel point on a ensemble un champ mais immense face à nous. Et je crois, en tout cas, moi qui suis pas forcément très hématophile, si on peut dire, je crois que ce genre de topo nous incite franchement à aller vers vous, les hématologues, et j'espère que la réciproque est vraie aussi. En tout cas, normalement, cette soirée l'a bien montré. Donc vraiment, merci beaucoup à Evelyne Liu, à Marie Valero et à Déborah Assouan pour la qualité de leurs interventions, la clarté de leurs diapositives. Et vraiment, c'était top cette soirée. Si vous voulez nous en dire plus sur comment ça s'est passé pour vous aussi, le public, avec d'autres questions, tout ça, vous pouvez répondre à ce petit questionnaire en ligne. On vous a mis aussi les liens des sites internet de 2 associations si jamais vous voulez poursuivre un petit peu le débat ou voir un petit peu ce qui s'est dit dans la Gazette 26 sur l'oncogériatrie dont on a un petit peu parlé ce soir. Et puis, je vais peut-être laisser le mot de la fin à nos collègues hématologues, ou Cyprien peut-être, si tu veux conclure, ce serait cool aussi. Eh bien, merci pour cet honneur. Merci à Com et à Pierre-Edouard de nous avoir invités. Merci aux 3 oratrices qui ont été très brillantes. On a beaucoup apprécié le topo. On a eu des discours en off via les réseaux sociaux et on était très, très fiers d'appartenir à cette société. J'espère effectivement que les partenariats vont se développer, notamment sur le flanc de la recherche et de la formation. Les questions également, voilà, n'hésitez pas à nous en transmettre. On fera le lien. Et merci beaucoup encore à tout le monde et bonne soirée avant ce déconfinement. Prenez soin de vous et attention. À bientôt. Bonsoir à tous. Merci encore de nous suivre et rendez-vous au prochain webinaire. Bonsoir. Bonne soirée. Au revoir tout le monde.